Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, je reçois Chloé qui est chef d'orchestre. Quel métier, à la fois sous les feux des projecteurs et en même temps totalement énigmatique. Et vous verrez que vous en apprendrez bien plus que sur le métier de chef d'orchestre. Chloé nous parle de l'importance du leadership pour diriger, quel que soit son âge, un collectif d'instrumentistes. De les inspirer, de les amener tous dans la même direction musicale et tirer le meilleur de chacun pour faire un tout merveilleux. Elle nous apprend que malgré la rigidité apparente de la musique classique et des partitions écrites, il existe une multitude d'options, d'accents, de phrasés possibles qui laissent au chef d'orchestre une grande liberté dans l'interprétation. Et qu'être chef d'orchestre, c'est surtout pour elle la possibilité de faire partie d'un groupe, de participer à cette émulation qui, je la cite, porte tout le monde vers le haut, vers le beau. Chloé, mille merci de nous avoir ouvert les coulisses de ton métier qui reste tout aussi fascinant après cette interview. Et un grand merci à Caroline qui a permis notre rencontre. Alors asseyez-vous confortablement, lumière éteinte et levée de rideau, le spectacle démarre. Je vous souhaite une très belle écoute. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Bonjour Chloé. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir et de mettre en lumière ton métier de chef d'orchestre. Alors Chloé, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais bien en savoir plus sur ton enfance et ce qui t'a amené à tomber dans le monde musical. Alors rapidement, donc moi je viens pas d'une famille de musiciens. Mon père faisait un tout petit peu de guitare, mais vraiment comme passe-temps. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai eu envie de faire du piano et je pense que ma mère a écouté un peu ce désir. Donc j'ai commencé le piano très tôt, à l'âge de 5 ans. Donc voilà, ça c'était mon premier pied dans le milieu de la musique. Et puis ensuite j'avais un instit en CE1, je me souviens qui nous faisait beaucoup chanter donc voilà, donc du coup j'ai eu envie de rentrer dans une école de musique. Et donc l'année suivante, je suis rentrée au conservatoire à Montpellier et dans les classes à horaires aménagés. Et donc on allait deux fois par semaine au conservatoire. Et donc là j'ai commencé l'alto. Et donc qui est le violon alto, qui est l'instrument entre le violon et le violoncelle. Tu rigoles parce que effectivement je ne savais pas la dernière fois. Je pensais que c'était genre le saxo je t'avais demandé, donc effectivement pas du tout. Oui. Donc merci de préciser. De rien. Donc voilà. Donc j'ai commencé l'alto et puis je suis aussi rentrée dans les chœurs d'enfants à l'opéra de Montpellier. Donc c'était vraiment deux cursus différenciés. Mais voilà. Donc et après j'ai continué la musique jusqu'à mon bac. Et puis arrivé au bac, j'ai eu envie de faire de la direction de chœur. Donc j'ai commencé la direction de chœur. Donc déjà commencer à diriger un peu des groupes Et quand t'étais, à quel âge tu t'es dit non mais c'est plus que des études, c'est plus qu'une passion, là je me dirige vers, pour en faire un métier en fait, que ce soit chef d'orchestre ou pas, mais à quel moment tu t'es dit je travaillerai dans l'univers musical, c'est sûr? Alors, je crois que quand on est petit, on nous demande beaucoup qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Et c'est vrai que comme je faisais de l'alto et du chant, je disais souvent chanteuse ou altiste. Donc c'est vraiment devenu, enfin ça a été tout de suite en fait. C'était les premières options que j'avais entre guillemets, donc je pouvais imaginer. Donc pour moi, c'était vraiment un métier de faire de la musique. Enfin, D'accord, dès le début quoi. Oui, oui. Ok. Et même la direction de chœur, dans un premier temps, ça a été, enfin, je sais que dès l'âge de 10 ans, je savais que je voulais être chef de chœur à l'opéra pour les enfants et tout ça. Après, mes projets ont un peu changé, mais voilà, dès l'âge de 10 ans, je savais que je voulais faire de la direction. Ouais, c'est très tôt quand même. C'est cool. Bon, après, j'avais aucune idée de où ça allait mener, de l'impact. C'était vraiment, on rêve de l'arrivée, mais pas forcément du chemin quand on est petit. Okay. Et quels ont été tes modèles quand tu étais jeune, justement, ceux qui t'ont inspiré, ceux qui t'ont donné envie d'aller vers ces voies-là?
Alors, la chef de chœur avec qui je travaillais à l'opéra, qui s'appelle Valérie Saint-Agathe, que je salue. Et donc c'est vraiment elle. Je pense que je voulais être elle, clairement, parce qu'on passait beaucoup de temps avec elle, et puis donc, j'avais beaucoup d'admiration pour elle. Et ensuite, je pense que avec ce chœur d'enfant, on participait quand même à toutes les productions d'opéra. Donc dans le milieu très professionnel avec les maquilleurs, les costumes et tout ça. Et en fait, quand on est dans les chœurs d'enfants, on attend beaucoup aussi dans les coulisses parce que en général, on chante 1 ou 2 minutes sur les 3 heures d'opéra. Donc, et en coulisses, il fait noir. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les télés avec le chef d'orchestre. Donc, c'est les retours de l'image du chef d'orchestre pour tout ce qui se passe en coulisses et tout. Donc, en fait, nous, les enfants, en attendant en coulisses, on voyait que le chef d'orchestre sur une télé. Donc, en fait, j'ai regardé des chefs d'orchestre en fait toute ma vie dirigée. Et donc, voilà, quand on est enfant, on les imite et tout ça. Donc, je pense que très tôt, la direction a été quelque chose de... Ouais, ok. Oui, parce que tu aurais pu effectivement te dire, bah, je reste soit dans le chant, soit effectivement dans l'instrument, dans un instrument. Et effectivement, tu as fait le choix de cette direction. On va en reparler. Alors, tu te diriges effectivement dans des études spécifiques pour devenir chef d'orchestre. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on y apprend, etc. Déjà, on y rentre une fois qu'on a quand même un bon bagage musical. C'est-à-dire qu'on a déjà, voilà, moi j'avais des prix de solfège, j'avais déjà eu des bonnes connaissances en histoire de la musique et tout ça, et en instrument aussi. Donc voilà, et donc après, une fois qu'on rentre, on apprend à aborder les partitions du chef d'orchestre. Donc c'est un peu plus compliqué à lire entre guillemets et à les préparer en fait, à vraiment les ingurgiter pour pouvoir les mentaliser et voilà. Donc on apprend vraiment la lecture de la partition, le contexte de composition, on apprend à décrypter le message du compositeur en fait, pour pouvoir ensuite le retransmettre aux instrumentistes. Et ensuite on apprend ce qui est la grammaire entre guillemets du chef d'orchestre, c'est-à-dire les gestes tout simplement, donc les codes de gestes et voilà, exprimer ses émotions par le geste. Et, Parce qu'il y a vraiment une bibliothèque de gestes, quoi, c'est ça? un petit peu, oui, il y a une grammaire. Voilà, il y a une grammaire. Alors après, selon comment dire, selon le corps de chacun, on s'adapte et on l'adapte. Donc c'est pour ça que aucun chef ne se ressemble entre guillemets. Mais il y a quand même des codes que les instrumentistes connaissent et qu'ils savent repérer et suivre. D'accord. Ouais, ben c'était une de mes questions, c'était justement est-ce qu'on vous apprenait l'art aussi de... Alors j'avais noté la chorégraphie, mais c'est pas le bon terme, effectivement. Il y a la gestuelle, mais il y a aussi la posture, j'imagine. C'est toutes des choses comme ça qui doivent vous être appris, j'imagine, pendant toutes ces années. Alors oui, on l'apprend. Après, c'est des choses qui sont difficiles à enseigner. C'est très particulier enseigner la direction d'orchestre parce que dans un sens, il faut faire en sorte que de faire développer chez l'étudiant sa propre personnalité en fait. Enfin, dans n'importe quel art, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une maîtrise technique, mais finalement la technique du chef d'orchestre, elle n'est pas très grande. Ce qui est le plus important, c'est est-ce qu'on peut inspirer les gens, les instrumentistes qui sont dans notre direction. Enfin, il y a une grosse part de leadership. Alors évidemment, ça s'apprend, mais il y a aussi beaucoup de choses personnelles et le leadership doit s'adapter à chaque personnalité en fait. Et nos professeurs ont pas forcément les mêmes personnalités, etc. Ouais, je comprends. Donc, on l'apprend sur le tas. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que vous avez aussi des cours de leadership, des cours de management? Parce que là, je pense que les techniques sont super importantes. Enfin, oui. Bah, dans mes études à Helsinki, on a eu des conférences comme ça sur le management, sur le développement personnel, même sur le sport en fait, hein, physique, parce que c'est quand même très physique comme métier, même sur la relation avec les agents artistiques et tout ça, enfin sur le milieu en général, on est aussi formé à ça parce qu'on a des carrières qui sont beaucoup basées sur notre notoriété. Donc voilà, il y a tout,
voilà, on apprend l'organisation, organiser un concert, comment ça marche, comment louer des partitions. Enfin, en fait, tous les aspects font aussi partie de notre métier dans un sens. Ouais, donc c'est très pratique, quoi. C'est très complet et très pratique, quoi, comme formation. Oui. Ok, ok. Mm. Et une fois que tu as terminé ces études-là, est-ce que tu continues d'apprendre? Est-ce qu'il y a des systèmes de mentorat, tu vois? Est-ce que il y a des gens plus âgés qui vous prennent un peu sous leurs ailes? Un peu, tu sais, comme l'équivalent quand tu fais des études, bah t'as un stage. Tu fais un stage ou Mm. voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe? Alors oui, ça existe. Déjà, on continue d'apprendre toute notre vie. C'est vraiment un métier qui est tellement large et enfin voilà. Donc euh, on continue d'apprendre toute notre vie et je dirais même à la fin des études, on commence à apprendre quand on rentre dans le milieu professionnel parce que c'est quand même très différent malgré tout. Donc on a des bases, mais en fait on apprend vraiment sur le tas, comme à peu près tous les métiers, j'imagine. Et donc oui, alors il y a ces systèmes de masterclass qui sont souvent organisés par des chefs avec une certaine renommée, qui ont leur propre orchestre par exemple, et invitent des jeunes chefs sur une semaine et pour faire un stage en version réduite, mais ça reste des masterclass. Donc il y a ce profil-là, et puis ensuite on peut aussi être assistant. Sur un concert ou sur des productions et donc Et ça veut dire quoi, assister, en fait? Ça veut dire être un petit peu l'oreille dans la salle du chef d'orchestre. C'est-à-dire que le chef d'orchestre, souvent plus expérimenté, dirige, et donc l'assistant est dans la salle avec sa partition et note un petit peu, par exemple, si les trompettes, on les entend trop dans la salle, parfois on n'a pas la même perception quand on est devant l'orchestre. Parfois on les entend pas bien, enfin voilà. Quel que soit l'instrument, hein, j'ai pris l'exemple des trompettes, mais ça peut être n'importe quel instrument. Donc vraiment faire ce mixage-là avec une oreille dans la salle. Et ensuite, bah voilà, c'est aussi une personne avec qui on peut échanger, débattre sur des positions musicales, des choix, des phrasés. Enfin, Ouais, et donc du coup là, effectivement, t'es concrètement avec lui, et tu vois comment lui prépare aussi ses propres spectacles et ses propres concerts, quoi, j'imagine. Tu vois toutes les étapes. exactement, on assiste aux répétitions, ouais. On assiste aux Ok. répétitions, donc c'est vrai que on voit tout. Ok, ok. Alors, tu as débuté donc ta carrière après avoir terminé tes études à Helsinki. Est-ce que tu veux bien nous parler du tremplin des jeunes chefs de la Philharmonie? Je trouve que c'est une aventure assez stressante. On en parlait juste avant de commencer l'enregistrement, mais au-delà de ça, avec une réelle volonté de mettre en avant des jeunes chefs d'orchestre et des femmes plus particulièrement. Je trouvais que c'était une belle initiative et sûrement une belle aventure pour toi aussi. Alors oui, alors pour moi ça a été une super aventure, même si comme tu le disais, c'était assez stressant. Mais je pense aussi que par exemple si je le refaisais maintenant, j'aurais moins ce stress-là. Je pense que c'était aussi la projection et l'idéalisation de l'événement. Mais donc c'était un événement particulier parce que déjà il y avait beaucoup de gens du milieu et donc c'était vraiment une présentation de chef, mais c'est avec un public que d'experts entre guillemets. Donc c'est forcément un peu plus stressant quand on est jeune et qu'on n'a pas énormément d'expérience. Ensuite c'est avec un orchestre professionnel, donc c'est toujours une bonne occasion de diriger quand on est encore un peu dans les études, de diriger un orchestre professionnel. Et voilà, on avait un temps très réduit de répétition. Euh, et de représentation entre guillemets et surtout on pouvait être présenté et comparé avec les autres. Le but était vraiment de justement de pas trop comparer, c'était pas un concours, c'était vraiment une présentation de 6 jeunes femmes chefs et voilà avec une pièce de la compositrice Camille Pépin. Donc c'était aussi j'imagine très bien pour elle d'être jouée. Enfin voilà, il y avait une petite un message un peu féministe dans ce tremplin évidemment. Voilà, après moi je l'ai très bien vécu. Ça a été particulier parce que justement ça a été très médiatisé, donc ça c'est ça qui a permis un petit peu de Mm. commencer ma carrière malgré tout, de me faire connaître en France. Mais aussi ça a été très médiatisé sur le côté du genre. Et ça a eu un impact chez moi assez particulier parce que je me rendais pas compte, je pense, en vivant à Helsinki, de
à quel point ça pouvait susciter les débats. Alors on en reparlera effectivement parce que je m'étais noté des questions par rapport à ça et en préparant l'interview, je suis tombée aussi sur des interviews que tu avais effectivement données et dans lesquelles tu précisais qu'effectivement ça t'avait étonné les premières fois qu'on te pose autant de questions par rapport à ça parce qu'à aucun moment toi t'étais rentré dans ce métier en te demandant si ça pouvait être une barrière ou pas. Enfin, tu ne t'étais pas posé la question par rapport à ton genre. Ce que tu voyais sur scène, c'était un chef d'orchestre, peu importe le genre. Et que ces questions-là avaient été fortement soulevées, effectivement, en France, plus qu'effectivement lors de tes études en Finlande. Donc je trouvais que c'était intéressant, mais j'ai quand même te posé quelques questions sur Pas de problème. Mais avant ça, en fait, j'ai vu effectivement le morceau que tu as interprété, c'était un morceau de Camille Pépin, qui était d'ailleurs super beau. Sur les 5 éléments. Est-ce que tu avais l'occasion, puisque c'est une compositrice contemporaine, est-ce que tu avais eu l'occasion de la rencontrer, d'échanger? Comment ça se passe dans ces cas-là? Ce qui doit être une matière géniale, parce que tu peux vraiment leur poser plein de questions et comprendre ce qu'ils ont voulu mettre derrière l'œuvre. Alors, dans le cadre du tremplin avec Camille Pépin, on n'avait pas vraiment le droit d'être en contact avec elle avant le concours. Mais dans d'autres circonstances où on fait des créations ou on commande des pièces à des compositeurs, c'est sûr que c'est génial en fait de pouvoir leur poser des questions, leur dire mais qu'est-ce que tu as voulu dire à cet endroit-là, quel genre d'atmosphère, qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette pièce. Et donc tout ça, ça nous inspire à nous aussi. Et donc, il y a une vraie collaboration qui s'installe. En général, le compositeur, il vient à la première répétition, donc il peut aussi donner des indications à l'orchestre. On peut aussi corriger les erreurs d'édition qu'il peut y avoir, parce qu'en fait, finalement, dans une partition de Beethoven, on a des éditions, mais on ne sait pas ce qu'il a voulu vraiment dire, s'il a mis une liaison à tel endroit. Bon, ben, est-ce qu'il le remet pas alors que c'est la même musique à un autre endroit? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire la liaison? Qu'est-ce qu'il faut pas la faire? Ce genre de choses. Là, quand on a le compositeur à côté, on peut vraiment explorer tous les détails et c'est assez génial. Et puis de donner vie finalement à une œuvre, à quelque chose de, bon, on donne vie à quelque chose d'impalpable, hein, mais c'est quelque chose qui est quand même écrit sur du papier. Et finalement, ça se transforme en son. Enfin, il y a quelque chose de génial. On crée tout un univers, en fait. C'est vraiment l'aspect créatif de notre métier parce que ça n'a jamais été fait avant. Donc, dans la création, il y a vraiment ça. Moi, Oui, j'adore. et tu transmets du son, mais de l'émotion surtout, hein, parce que moi je vois quand mon fils il joue du piano, c'est vraiment, effectivement, tu vois une partition. Enfin moi, il y a toujours un espèce de mystère et de magie. Et pourtant j'ai fait de la musique, hein, mais de voir à quel point des notes sur des lignes pouvaient, à ce point-là, donner et procurer cette émotion. C'est ça qui est incroyable. Et j'imagine que d'avoir l'auteur, le compositeur dans la salle qui est en capacité de te faire un retour sur ce que tu fais, ça doit être absolument génial, quoi. Même pour lui, quoi. Oui, oui. Et après, je sais aussi que certains compositeurs aiment bien dire, bon, ben voilà, tu fais de cette œuvre tienne. C'est-à-dire qu'ils veulent pas non plus imposer, par exemple, un tempo ou une façon de faire. Mais voilà, c'est de toutes les façons inspirant d'être face à la personne qui a écrit la pièce, quoi. Il y a un sacré parallèle. J'ai rencontré une auteure de pièces de théâtre qui me disait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle trouvait beau, c'est de dire que de toute façon, quand tu écris, il faut accepter que ton bébé va te quitter à un moment donné, que tu vas le donner à d'autres personnes qui vont l'interpréter, des acteurs, des metteurs en scène, etc. Et que c'était ce travail en collaboration qui, l'émerveillait, de voir effectivement ce bébé l'échapper, mais nourrir et se grandir, et grandir de façon autonome par rapport à ce qu'elle avait eu en tête. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que tu nous dis à propos de ce compositeur. J'aimerais bien que tu nous expliques c'est quoi le rôle d'un chef d'orchestre, parce que franchement, du côté de la salle, quand t'es un peu novice, évidemment, on comprend bien que c'est la personne qui dirige l'orchestre, mais je crois qu'on ne maîtrise que 2% des subtilités de votre métier. Alors, il faut savoir que même parfois les instrumentistes et les chefs d'orchestre entre eux ne comprennent pas Ah mince. les autres. Ah, ça me rassure Donc pas. il y a tout un langage finalement un peu induit dans ce métier, donc c'est un peu normal de pas comprendre. Alors après notre rôle, le premier c'est d'inspirer déjà les instrumentistes. Vraiment de les emmener tous dans la même direction musicale avec envie et de tirer le meilleur
de chacun des musiciens pour faire un tout encore plus beau, disons. Donc il y a vraiment cet aspect-là de motiver les troupes dans un sens par la beauté musicale la conception artistique des œuvres. Et qui aussi correspond au message du compositeur. C'est-à-dire vraiment notre rôle, c'est de comprendre ce qu'a voulu entendre le compositeur et de le transmettre au public, enfin aux instrumentistes et au public. Donc voilà, ça c'est notre rôle. Et après, on a un rôle pratique qui est de, de faire en sorte que tout le monde joue ensemble, en fait. Donc voilà, que le corniste, quand il joue au fond de l'orchestre, il entende bien le violoniste, enfin bon voilà, que tout le monde joue ensemble dans la même direction avec le même tempo. Enfin voilà, on est le repère visuel du tempo. Donc Oui, vous êtes les voilà. seuls à occuper en fait cette position centrale qui vous permet d'entendre tous les sons, contrairement effectivement au violoniste qui est pas au même endroit que la cymbale et qui n'entend pas du tout de la même manière que vous, qui êtes au centre quoi, au centre de ce son-là. Oui, Ok. exactement. Est-ce que toi tu diriges, est-ce que tu ne travailles que sur commande, c'est-à-dire qu'il y a un spectacle qui est monté et on va venir te demander d'interpréter ce morceau qui a déjà été décidé pour ce spectacle, ou à l'inverse, est-ce que ça t'arrive de suggérer, de monter entièrement un spectacle, voire même, je crois qu'on en avait un peu parlé, complètement commander aussi un morceau où là vraiment le spectacle se crée de A à Z. Est-ce que toi t'es sur tous ces champs-là ou pas? Alors moi, je suis plus souvent sur le champ où c'est une maison d'opéra qui va me contacter pour diriger tel ou tel projet. Si c'est un opéra, en général, l'opéra est déjà choisi et donc j'accepte ou j'accepte pas. Et ensuite, si c'est un concert, souvent j'ai quand même une liberté de choix des œuvres. Donc avec une taille de l'orchestre évidemment qu'on peut plus ou moins on peut avoir plus ou moins d'instrumentistes, mais il y a quand même donc si c'est avec l'orchestre de Paris, on peut faire des grosses œuvres. Si c'est avec l'orchestre de Tataouine-les-Bains, on peut ça peut être des plus petits effectifs. Donc voilà, on a quand même ce rôle-là de choisir un programme musical qui a priori une logique et un concept sur le concert en général. Et après, donc voilà, parfois on m'invite et parfois c'est moi qui ai envie absolument de diriger telle ou telle œuvre et donc c'est moi qui euh, qui fait venir tout le monde pour pouvoir créer ce projet, qui trouve les collaborateurs pour le faire et les subventions, voilà. Donc après chaque chef a un petit peu ses façons de faire et les projets qu'il a envie de mener. Donc voilà, il y a pas mal de chefs qui montent leurs propres ensembles et qui finalement font leur carrière avec leur ensemble. Avec leur ensemble. Alors qu'effectivement, on va le voir, toi, effectivement, tu peux être amené à diriger différents orchestres, donc différentes équipes. Quand tu réponds à une demande, est-ce que tu peux nous décrire toutes les étapes, en fait, du moment où on te décrit quel opéra, par exemple, et le moment où tu es sur scène et la première apparition au public? Alors, bon, ça dépend beaucoup. Il y a des projets qui se mettent en place très vite, très rapidement. On l'a vu avec le Covid d'ailleurs. Et il y a des projets qui sont prévus sur 3 ans à l'avance, voire plus. Donc en fait, en termes de, voilà, moi je sais qu'il y a certaines choses que je vais diriger qui ont lieu en 2023, par exemple. Ah oui. Mais ça veut pas dire que tout le processus et le concept a déjà commencé. C'est juste, voilà, c'est juste préparer les saisons. Alors pour un opéra, en général, la première chose, c'est vraiment d'accepter ou pas l'offre et de voilà, est-ce qu'on a envie de diriger ça Et quels sont les critères, justement, qui te disent oui, non, bof? Bon, alors moi, je suis pas trop, on n'est pas trop en position de dire non, surtout en début de carrière. Donc dans tous les cas, après, il y a des projets qui m'emballent plus que d'autres. Ça va être le message qu'il y a derrière, l'histoire, si c'est l'opéra. Euh,
voilà, le concept, ça peut être plein de choses qui font que je suis plus ou moins motivée, réceptive. Ça aussi l'orchestre, la qualité de l'orchestre, le niveau. Enfin, il y a plein de choses qui, voilà, qui rentrent en jeu évidemment de ce côté-là. Mais voilà, une fois qu'on a décidé que ça aurait lieu, en fait, la première chose, c'est pour un opéra, lire l'histoire déjà, Mm. vraiment, lire l'histoire, et puis trouver la partition et commencer à travailler en fait la partition. Alors si c'est pour un concert symphonique, il y a voilà, comme je disais tout à l'heure, chercher le répertoire, le décider, donc trouver un concept de programme, décider du répertoire et trouver les partitions. Et déjà, on a fait un gros travail. Et ensuite, on apprend les partitions et finalement, on arrive après à planifier un petit peu le nombre de répétitions Que tu dois faire avec ton équipe. voilà, Ouais. dont on va avoir besoin. Et puis après, on commence les répétitions. Et quand tu t'immerges un peu dans l'œuvre, donc tu disais effectivement tu vas te renseigner sur la personne qui l'a écrite, qui l'a composée. Est-ce que tu écoutes d'autres interprétations qui ont été faites auparavant par d'autres chefs d'orchestre? Alors oui, si on en a la possibilité, oui, parce que voilà, si c'est une création d'un compositeur contemporain, eh bien on ne peut pas, donc on n'a plus qu'à tout créer, ce qui est aussi génial. Mais dans d'autres cas, c'est vrai que YouTube maintenant, c'est une source de plein d'interprétations différentes, de chefs de tout temps, donc de chefs décédés comme de chefs jeunes chefs. Donc c'est vrai que c'est très intéressant d'aller voir. Moi, je vais voir très régulièrement. Euh, Souvent, je le fais soit au tout début pour avoir une perception un petit peu de l'œuvre dans son ensemble. Et ensuite, en général, j'arrête de le faire. Je me concentre sur moi, mon travail avec la partition, comment je vois les choses. Et ensuite, à la toute fin de mon travail, je vais peut-être écouter deux, trois interprétations, une fois que je ne serai plus influençable finalement sur ma propre Ouais, une fois interprétation. que tu auras l'impression d'avoir mis ta patte, d'avoir vraiment maîtrisé toi cette Exactement. partie de l'œuvre. Hein. Ok, ok. Il faut avoir un esprit critique aussi. Le fait d'avoir fait ses propres choix, on voit que les autres n'ont pas fait les mêmes choix. Et voilà, donc ça permet de critiquer, de voir et de comprendre aussi d'autres choses. Donc, Ok, ok. Et alors, quand tu es à la phase des répétitions, donc tu dis, tu prévois, effectivement, il faut 4, 5 répétitions. Enfin, j'imagine qu'après, vous avez une contrainte de temps et il faut mettre les choses en œuvre. Tu rencontres les équipes à ce moment-là. Tu ne les connais pas forcément au préalable. alors oui, moi je rencontre pas les équipes avant le premier jour de la répétition en général, sauf si c'est un orchestre avec lequel j'ai déjà travaillé. Euh, donc voilà, évidemment dans ces cas-là c'est plus facile parce qu'on connaît les gens, donc on sait tout de suite à qui s'adresser. C'est plus simple, c'est sûr. Mais non, en général, moi je rencontre tout le monde le premier jour et l'orchestre me rencontre aussi. Et là, est-ce Et qu'il y voilà. a, est-ce que tu as besoin de transmettre d'abord la philosophie ou ce que tu veux, l'interprétation que tu veux donner de cette pièce? Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de discussions au préalable pour que tu te présentes, mais aussi que tu présentes la façon dont tu vois les choses? Alors non, pas vraiment. D'accord. Ça, c'est en général ma vision, je vais la donner à la personne qui va écrire la note de programme, par exemple, où là on va vraiment beaucoup discuter. Mais avec l'orchestre, alors après il y a plusieurs écoles, hein. Il y a certains chefs qui adorent faire, enfin raconter un petit peu leur conception de la chose. Je crois qu'en Allemagne ils aiment beaucoup ça, par exemple. Mais pour moi, et en tout cas à Helsinki, par exemple, c'est là où j'ai vraiment appris, c'est vraiment une culture où les gens parlent peu et surtout ne parlent pas pour ne rien dire. Et donc, j'ai vraiment appris ça, à pas trop parler finalement au début, mais plus jouer la musique et déjà on commence à se comprendre. Et après, voilà, si besoin, en répétition, on peut toujours exprimer par les mots certaines atmosphères, certaines choses que l'on souhaite avoir. Mais je suis pas du genre à faire un cours magistral dès le Ok. début. Ouais, tu vas saupoudrer en fait tes explications au fur et à mesure que vous jouez. Ok. Exactement. Quand t'es au moment où t'es seul et que tu es dans la pleine maîtrise de ta partition, et est-ce que tu fais toi-même des répétitions? Ma question derrière, c'est est-ce que tu as besoin de répéter cette chorégraphie pour te concentrer, pour visualiser la façon dont ça va se passer, ou pas? Alors, je pense qu'au début, on en a besoin au début de nos apprentissages.
Moi maintenant, je le fais pas vraiment beaucoup. Ou je le fais en lisant ma partition, mais quand même en étant assise à mon bureau et donc je vais peut-être un peu bouger la main et ou chanter ou tout ça. Donc vraiment mentaliser quand même la musique avec un peu de geste, mais c'est vraiment une projection plus mentale que vraiment le faire physiquement à fond. Après, selon la difficulté de l'œuvre, moi je peux ressentir le besoin à la fin de mon travail de travailler devant un miroir. Certains passages, mais c'est plus, euh, c'est quand même pas si courant. Et je pense que ça va aller de moins en moins avec les années. Et est-ce que ça me fait penser quelque chose, le coup du miroir. Tu sais, il y a certains athlètes qui se filment pour pouvoir après décoder derrière, se dire tiens, ce micro-geste, je pourrais l'optimiser. Tiens, ça, je l'ai peut-être pas bien fait. Est-ce que ça, c'est des choses que vous faites, vous utilisez ou pas? Alors oui, enfin en tout cas maintenant avec justement cette technologie, c'est très facile de se filmer. Donc en tout cas dans les écoles et dans les classes de direction, on se filme, tous les cours sont filmés. Et moi j'avais même des cours de visionnage de vidéos, c'est-à-dire qu'on avait nos 3 heures de répétition où on filmait et puis on se retapait 3 heures à se regarder avec le prof. Donc là on encaisse les critiques des profs. Mais L'hor- L'horreur. bon, vaut mieux les encaisser comme ça que devant Ouais. l'orchestre. Donc c'est voilà. Donc moi j'ai vraiment pris l'habitude de me filmer. En effet, je le fais régulièrement et je regarde mes vidéos en général. Alors soit juste après quand on est obligé, soit un peu plus tard après. Ça dépend un peu. Mais en fait c'est pas mal les vidéos parce que ça a un effet un petit peu comment dire, catalyseur, c'est-à-dire que quand nous, on s'est pas très, enfin, en tout cas pour moi, quand je me suis pas très bien sentie devant l'orchestre et que je regarde la vidéo, en général, je me dis, ah bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Enfin, j'imaginais que c'était pire. Et à l'inverse, quand je suis très contente et que je regarde la vidéo, je me dis, ah oui, non, c'est pas si bien, en fait. Donc, en fait, voilà, ça permet d'avoir un un vrai regard extérieur dans un sens qui ne ment pas. Ouais, ouais, je comprends. Alors tout à l'heure tu disais mentaliser, puis alors moi il y a quelque chose qui me fascine totalement, mais c'est comme un pianiste qui joue des deux mains. Moi j'ai un peu encore du mal à comprendre comment c'est possible que le cerveau arrive à gérer tout ça. Moi je voudrais qu'on parle de tes instruments. Tes instruments c'est tes mains, ta baguette, mais j'ai l'impression qu'il y a plus que ça parce que vos corps parlent énormément, vos visages sont très expressifs. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques quels sont tes instruments en fait de travail. Et Alors, mon instrument, clairement, c'est l'orchestre. Enfin, moi, je joue de l'orchestre. Donc, je joue des instrumentistes, en fait. ok. Enfin, c'est-à-dire que je fais en sorte qu'ils veulent bien jouer un son. Et donc, en fait, je dépends quand même beaucoup d'eux. Donc, c'est eux mon instrument. Et ensuite, moi, je communique avec eux, avec mon propre instrument qui est mon corps. Clairement, c'est mon corps, mes yeux, beaucoup les yeux, parce qu'on est dans parce que finalement, les mains, les instrumentistes les regardent, mais ce qu'ils cherchent, c'est quelque chose d'un peu plus profond. Et je pense que les yeux, c'est un des meilleurs moyens pour exprimer de la sensibilité, ou en tout cas des atmosphères. Tu parles pas, mais il y a quand même la baguette. La baguette, elle a quoi comme utilité spécifique? Alors, la baguette, déjà, enfin, en fait, c'est le prolongement du bras. Donc, on peut diriger sans baguette, mais elle permet d'agrandir le geste. Donc, quand on a un grand orchestre devant nous, ça permet d'être mieux vu et de pouvoir, dans des passages rapides, par exemple, faire des tout petits mouvements avec le poignet. Et la baguette, elle, va du coup agrandir le geste. Donc c'est pratique quand ça va vite parce que faire des grands mouvements rapidement, c'est ce qu'il y a de plus fatigant et de moins précis du coup. Ouais. Et ça donne une légèreté en fait, voilà, dans le mouvement et, euh, et dans le visuel. Et ensuite le fait qu'elle soit blanche, ça prend très bien la lumière. Donc dans une salle de spectacle où il fait noir, encore plus si on est en fosse, voilà, les chanteurs qui sont loin au plateau voient mieux quand on a une baguette. Ton visage, mais je pense que c'est général hein, à tous les chefs d'orchestre, est très expressif. Tu vis le. Est-ce que ça fait partie du langage ou ça c'est ta façon de vivre ton métier et l'œuvre? Alors déjà, ça me fait plaisir que tu dises ça. Je pense, comment dire, en fait, il y a plusieurs écoles. Après, on dirige avec ce que l'on est. Et moi, je suis très expressive dans la vie.
Donc oui, du visage, hein, je veux dire. Donc oui, c'est aussi ce que je suis et puis c'est aussi ma manière de m'exprimer. Après, beaucoup de chefs ont la même manière de s'exprimer parce que c'est le plus simple et on s'exprime tous davantage d'abord par le visage. Mais après, selon les cultures, justement en Finlande, en Estonie, si on voit le chef Paavo Järvi par exemple, qui est un grand chef estonien, euh, il a vraiment ce côté poker face. Et tout se passe dans les bras. Et Dieu sait que ces mouvements sont d'une sensibilité et d'une clarté hypnotisante. Alors, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent par le regard, mais il va pas forcément avoir la bouche, je sais pas, les sourcils qui bougent ou tout ça. Donc c'est une autre forme d'expressivité du visage, malgré tout. Ok. Mais parce qu'effectivement, ce qui m'a marqué, j'ai vu une vidéo de toi où à un moment donné, je sais plus, il y a des soufflants qui se mettent, enfin je sais plus, je veux pas me tromper, peut-être des trompettes ou je sais pas qui soufflent, et toi tu gonfles les joues. T'as l'impression que tu souffles avec eux, et je me disais en fait, elle est vraiment avec l'équipe, quoi. C'était assez incroyable. Donc c'est ce qui m'a interpellée et qui amène une question pour moi, c'est est-ce que je pense que c'est le cas, mais est-ce que chaque chef d'orchestre justement a sa propre patte? Est-ce qu'on peut dire que tu amènes un univers, une atmosphère? Est-ce que voire même poussé à l'extrême, en écoutant une musique jouée et dirigée par tel ou tel chef d'orchestre, comme un blind test de vin, on pourrait reconnaître le chef d'orchestre qui a dirigé le morceau. Alors, je pense que nous, on se reconnaît parce qu'on se souvient du moment, par exemple. Mais alors, à une époque, oui, c'était le cas. À l'époque, enfin, Karajan, quand il dirigeait l'orchestre de Berlin, évidemment, il a créé vraiment un son là-bas. Il y a une patte donc qui est reconnaissable sur les enregistrements. Donc, dans cette époque-là où les chefs restaient longtemps avec les orchestres, vraiment, on pouvait reconnaître les chefs et l'orchestre. C'est de moins en moins vrai aussi parce que avec la mondialisation et tout ça, les orchestres deviennent très internationaux. Euh, donc, euh, donc malgré tout, culturellement, il y a des choses qui se modifient et qui fait que je pense que les choses s'homogénéisent un petit peu plus. Et voilà. Et après, comment dire, on pourrait pas vraiment de nos jours reconnaître des chefs si on les voit pas juste à la radio. Mais après, il y a des styles. On sait très bien qu'un orchestre qui joue sur instrument ancien, il y a plus de chances que ce soit tel ou tel chef. Donc, on arrive plus ou moins à deviner quand on a un peu la culture du milieu et de l'enregistrement. Mais de nos jours, ça veut pas dire qu'on peut pas différencier, hein. Ça veut juste dire que c'est difficile de savoir quel chef c'est, mais par contre, on amène quand même en tant que chef une certaine façon de faire, une façon de travailler et parfois une certaine esthétique aussi. Euh, donc oui, on amène quand même notre. Et cette esthétique justement, ou cette patte, tu la définirais, enfin, elle peut agir sur quelle chose, par exemple. Donc, il y a la gestion de l'orchestre, il y a la relation humaine évidemment, mais c'est sur quoi? Tu disais c'était le phrasé, c'est mettre plus en avant tel ou tel instrument. Enfin, comment concrètement, quelle est ta marge de manœuvre en fait? Alors sur le son des cordes, par exemple, il y a certains chefs qui arrivent à vraiment avoir un son particulier chez les cordes ou chez les bois, hein, d'ailleurs. Enfin, moi, je suis très sensible aux cordes parce que enfin, c'est mon instrument, quoi. Mais euh, mais voilà. Donc, en fait, on a une très très grande marge de manœuvre en termes d'interprétation, parce que puisqu'il y a 1000 manières de faire un accent, il y a 1000 manières de phraser une telle ou telle phrase. Donc en gros, on a une très grosse marge de manœuvre au niveau de l'interprétation. Okay. Mais oui, voilà, on peut jouer vraiment sur le son de l'orchestre parce que le son, tu vois, tu disais tout à l'heure que je mimais les vents. C'est vrai que moi j'ai tendance à chanter beaucoup quand je dirige et donc d'avoir un peu des mimiques de bouche. Mais c'est vrai que les instrumentistes nous regardent et ont un peu un effet miroir. C'est quelque chose de très naturel, hein. Dans la vraie vie, quand on parle à quelqu'un, on va se positionner en fonction de lui. Ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si le chef est très très tendu et stressé, l'orchestre va être très très tendu et stressé, et donc le son va en découler. Et si euh,
à la différence, l'orchestre est très détendu et a un certain flow et une certaine fluidité, tout de suite ça va se ressentir aussi dans la musique. Donc il y a un vrai donc notre attitude, rien que notre attitude, même avant de bouger les bras, a déjà un impact sur le son. Bah justement, alors très bonne transition, je voulais qu'on parle aussi de la relation avec les instrumentistes et les solistes. Quel rapport vous entretenez? C'est pas hiérarchique, en fait, voilà, quelles sont les relations? Alors c'est toujours un peu compliqué à expliquer, mais c'est une vraie société, un orchestre. Donc il y a déjà une hiérarchie dans l'orchestre, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des chefs de pupitre. Donc par exemple le violon solo, il est chef de sa section, donc la section des premiers violons, mais il est aussi chef de tout l'orchestre. Et, euh, et donc voilà, et il est entre guillemets chef des chefs et chef donc il y a vraiment une hiérarchie au sein de l'orchestre. Et après, avec le chef, après, ça dépend de la manière de chacun d'explorer ce leadership et le fait de prendre des décisions, parce que c'est quand même une position où on prend des décisions. Euh, mais après, on peut les prendre en collaboration, on peut être en échange musical avec les instrumentistes. Donc, il y a plusieurs manières de faire. À l'époque, voilà, l'époque des grands chefs et tout, il y avait quelques chefs qui étaient très autoritaires. Maintenant, c'est un peu révolu cette manière de faire. On est beaucoup dans l'échange. Donc après, la relation avec les instrumentistes, elle dépend aussi des instrumentistes. Voilà, s'ils ont envie de collaborer ou pas, s'ils sont de bonne humeur, s'ils sont pas en plein divorce. Enfin, en vrai, il y a beaucoup de choses. On travaille avec des humains, hein, donc il y a beaucoup de choses qui impactent la relation qu'on peut avoir avec eux. Et donc voilà. Et il y a quand même j'ai deux questions. Est-ce qu'il y a quand même une certaine admiration, enfin, du chef d'orchestre qui reste la personne un peu qui dirige, voilà, qui va donner une harmonie, une cohérence au morceau. Est-ce que c'est le cas ou pas, ou bien non? Alors, il faudrait demander aux instrumentistes s'ils admirent les chefs d'orchestre. C'est pas toujours le cas. Ouais. Après, évidemment, nous, notre rôle, c'est d'essayer d'inspirer les gens. Donc, c'est toujours plus facile de les inspirer quand il y a une certaine forme d'admiration. Mhm. Donc, c'est plus facile de les emmener quelque part s'il y a une forme d'admiration. Après, l'admiration du chef d'orchestre, elle vient surtout du public et finalement des gens qui sont un peu moins connaisseurs. Parce que justement, ce métier fascine un petit peu. Donc le fait de pas trop savoir, ça suscite un peu d'admiration. Mais après, chez les instrumentistes, oui, certains nous admirent, mais ça va. Alors musicalement, parfois, hein, on peut entendre certains instrumentistes parler, dire ah moi j'ai joué sous la direction de Bernstein, c'était génial. Et tout. Donc, vraiment, il y a une admiration. Il y a aussi une admiration sur les carrières et sur le fait qu'on soit aussi très exposé. Donc, quelqu'un de timide va admirer le chef d'orchestre parce qu'il va trouver que constamment devant des gens, c'est admirable ou ce genre de choses. Donc, il y a une vraie admiration du métier et du fait qu'il soit un petit peu magique. Mais après, je sais pas, ça dépend vraiment des personnalités. Et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas de la défiance du fait que vous avez en face de vous des gens qui sont 10 000 fois plus spécialistes de l'instrument qu'ils manient, quoi. Est-ce que ça peut aussi poser des soucis? Et puis au-delà de ça, est-ce que tu disais tout à l'heure que c'est vraiment le reflet d'une société, donc avec, j'imagine, des luttes d'ego au sein des équipes, hein, pour être celui qui est au-dessus. Donc tout ça, il faut, j'imagine, savoir le gérer, quoi. Alors oui, c'est sûr que quand on est un jeune chef et qu'on arrive pour faire la 5e symphonie de Beethoven et que l'orchestre est un orchestre voilà national ou en tout cas un orchestre qui joue toutes les semaines, a probablement joué déjà 200 fois la pièce. Donc c'est vrai que nous on arrive, ça va peut-être être la première ou la deuxième fois qu'on va diriger cette œuvre et eux ils l'ont déjà fait. Donc c'est sûr que c'est toujours un peu difficile d'imposer son regard sur quelque chose que l'orchestre connaît par cœur. Mais après, bon, nous déjà en tant que chef, on arrive, on est très préparé et puis en fait, malgré tout, quel que soit l'âge et quelle que soit la musicalité, c'est quand même très personnel et les choix qu'on fait, alors parfois on va faire les mêmes choix musicaux que qu'un autre chef, mais ce sera fait par nous, donc ce sera de toutes les façons différent. Donc euh, donc voilà, et vu comme dans la partition, il y a plusieurs choix à faire.
la multitude de choix fait qu'il y a une multitude d'interprétations possibles. Et dans Mhm. ce cas-là, voilà, on peut quand même avoir des choses à dire, même si tous les instrumentistes ont une idée très précise de l'œuvre. D'accord, ouais, donc et arriver à casser des automatismes, enfin, je dis ça comme ça, mais s'ils l'ont joué 200 fois, réussir quand même à casser un certain nombre d'automatismes pour permettre d'avoir une interprétation à part entière, quoi. Ok. Oui. Et qui décide de qui est le chef des violons, le soliste, etc. C'est pas vous? Si? Alors, en général, il y a un concours. Ok. Donc il y a un concours spécifique pour être chef des violons. Et il y a des Mhm. concours de violon, par exemple, si on prend l'exemple des violons. Et donc après, dans ce jury-là, en général, il y a des gens de la section, donc des violonistes qui sont déjà dans l'orchestre, par exemple. Euh, et ensuite, donc le chef d'orchestre, qui est alors le chef d'orchestre permanent, Ok. s'il y en a un. Et sinon, après, les administratifs de l'orchestre et tout ça. Ok. D'accord, donc vous n'êtes pas les seuls à décider de ça, parce que ça implique quand même une espèce de relation hiérarchique qui est beaucoup plus forte. C'est pour ça que je te pose la question. Alors j'imagine en plus que comme tu changes régulièrement d'orchestre, et tu disais tout à l'heure que ça s'était aussi énormément mondialisé, donc j'imagine que tu dois faire face à des groupes assez hétéroclites, avec des gens qui sont de nationalités différentes, qui du coup ont des habitudes de communication différentes. Ça aussi, j'imagine que ça doit être difficile parfois à appréhender. Alors oui et non dans un sens, mais donc en tout cas oui c'est ça c'est beaucoup internationalisé et donc alors après il faut quand même savoir que ces gens-là ils rentrent dans l'orchestre euh, 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 au compte-gouttes. Je veux dire c'est rare que dans un orchestre il y ait 20 places qui se libèrent d'un coup. Donc dans tous les cas il y a quand même une identité de l'orchestre euh, qui est qui est assez précise. Donc c'est pas si ça reste quand même en général assez homogène dans la façon de travailler parce que l'intégration se fait en fait quel que soit le bagage culturel qu'on peut avoir. Mais après c'est vrai que parfois on peut se retrouver avec un instrumentiste par exemple en France qui parle pas français ou à l'étranger enfin qui parle pas anglais. Parfois, bon maintenant l'anglais est quand même devenu courant mais voilà donc en fait, c'est très intéressant. C'est vraiment un aspect de notre métier qui est très très intéressant et je pense pas que ça pose de problème Quel est le particulier. rapport avec le public et est-ce que c'est un élément qui est galvanisant? Est-ce que c'est un élément hyper stressant? Est-ce que finalement c'est pas ce que tu préfères le plus? Et que toi, si tu pouvais juste diriger les équipes dans une salle sans qu'il y ait personne derrière ton dos, ce serait très bien. Comment tu le vis, toi? Ah non, alors moi j'adore le public. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Hein. C'est-à-dire que on fait de la musique aussi pour la partager. Et, je veux dire, l'auditeur est vraiment au centre finalement du concert, quoi. Donc moi j'adore avoir les retours du public. Je trouve que c'est valorisant en fait tout simplement quand on a donné un peu tout ce qu'on avait dans les répétitions, dans la préparation, dans le concert, hein, parce que bon on sort pas d'un concert tout frais comme quand on y est rentré. Je veux dire déjà on s'est donné physiquement mais aussi émotionnellement et donc c'est toujours agréable de voir que ça a été enfin de comprendre comment ça a été perçu et de voir que ça a été bien perçu le plus souvent. Moi, j'adore discuter avec le public après. Est-ce que tu ressens l'émotion quand tu es de dos? Est-ce que tu peux te dire, là, je sens qu'il se passe quelque chose dans la salle et il y a une réaction. Tu le ressens, ça, ou pas? Ou c'est que les Alors, retours que tu peux avoir en discutant après? non, non. Bon, déjà, on le ressent beaucoup dans les applaudissements. La Ok. ferveur des applaudissements fait qu'on le ressent. Mais même pendant le silence, la qualité du silence d'un public et on perçoit tout de suite en fait une certaine concentration ou enfin la qualité du silence ou du non-silence hein, parfois aussi. Hein, mais euh, mais oui, on ressent l'émotion et puis on est même, je dirais, en contrôle. D'ailleurs, c'est une anecdote que j'avais failli te donner, mais parfois on est en contrôle du public, c'est-à-dire qu'à la fin d'une pièce, la manière dont on coupe l'orchestre pour, enfin voilà, pour finir la pièce, selon le geste que l'on fait, le public va applaudir tout de suite Mmh. dans les 2 secondes qui suivent, ou il va applaudir dans les 20 secondes qui suivent. Parce que si on baisse pas la baguette, entre guillemets, le public il applaudit pas. On est hyper C'est-à-dire que docile. On est hyper docile. Moi, oui, je sais jamais quand est-ce qu'il faut applaudir, donc j'avoue.
que j'attends toujours qu'il y ait une première personne qui déclenche. Sinon, j'ose pas parce que j'ai toujours peur de couper. Exactement, il y a cette inertie du public aussi qui est aussi un groupe en fait. Et donc finalement, quand on est le chef, on contrôle aussi les applaudissements. Et c'est assez chouette. Ah, c'est super intéressant. J'avais pas du tout pensé à ça. Ce que j'avais imaginé, effectivement, que c'était que pour toi, c'était compliqué. Tu les as de dos et de sentir ces regards, tu vois, sur ton dos. Ça, moi, je me disais à titre personnel, ça me poserait un souci. Mais est-ce que c'est un avantage. C'est un avantage aussi parce que du coup, on n'a pas ce stress d'être face à eux. Ouais, alors que les instrumentistes, eux, ils regardent le public. Donc finalement, nous, une fois qu'on est arrivé sur scène, qu'on a salué, on se retourne vers l'orchestre qu'on connaît. Enfin, on a déjà passé 5 jours avec eux. Donc finalement, nous, on est dans le partage avant tout avec l'orchestre. Évidemment, la finalité, ça reste le public, mais disons que nous, on n'a pas le stress finalement pendant tout le temps de la performance, et juste à la fin, on prend la gloire, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on prend les applaudissements, mais finalement sans avoir subi le stress. Okay, voilà, okay. On a un stress, on a un autre stress, que ça se passe bien. Disons, on a un stress pratique, que ça se passe bien et de se mettre dans la chose, mais on n'a pas le stress du public tant que ça, parce qu'on lui tourne le dos. D'accord. En fait. Quand on en avait discuté, tu m'avais expliqué aussi que c'était un métier avec un certain nombre de contraintes, beaucoup de déplacements, mais aussi un métier un peu solitaire. C'est le métier de chef qui globalement de toute façon fait que tu te retrouves un peu en position plus solitaire. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Est-ce que ça fait partie des difficultés ou des choses dont il faut avoir conscience dans ce métier? Alors oui, clairement. Enfin, disons que on voit du monde. C'est-à-dire c'est sûr que dans un orchestre, il y a beaucoup de gens. On voit aussi toutes les équipes administratives des opéras. Enfin voilà, on est en contact avec du monde, avec le public aussi. Mais ce sont des contacts qui sont finalement un petit peu en surface. Quand je parle surtout du public quand je dis ça. Avec l'orchestre, on peut avoir des très bons contacts avec des instrumentistes de manière individuelle, mais après, c'est vrai qu'on reste le chef, et dans n'importe quelle position où on est leader, on est quand même un peu seul. Et en plus de ça, quand on passe d'un orchestre à l'autre, si on va à l'étranger, on va y aller, on connaît personne, finalement, on va dormir à l'hôtel. On va être seul dans notre hôtel. Donc il y a un vrai, oui, on va prendre l'avion tout seul. Donc il y a quand même beaucoup de temps qu'on passe seul, et aussi pour préparer les partitions. Et préparer les partitions, c'est 90%, je dirais, de notre travail finalement. Oui, donc, tu peux pas être dans un bar ou à écouter un podcast pendant que tu prépares, quoi. Non, clairement pas. Et en tout cas, moi, j'ai besoin de calme. Et puis voilà, je suis seule à mon bureau, quoi, clairement. Ouais. Donc oui. Oui, c'est pas un travail qui est un travail d'équipe comme tu pourrais effectivement manager d'entreprise. Il y a un autre point aussi, c'est que je me dis vous avez que 4-5 répétitions, donc tu as besoin à un moment donné d'arriver vite et de t'installer dans une posture en fait de leader très très rapidement. Ça doit être quand même assez complexe, et surtout quand on est jeune, je pense, quand on démarrage de carrière, peu importe ton âge, tu dois diriger un groupe, et ça tu as quelques heures pour le faire et quelques répétitions. Ça doit être compliqué, non? Alors oui et non. Je dirais que oui, c'est compliqué parce que on est, comme je disais tout à l'heure, très exposé. Donc voilà, on n'a pas forcément, dans notre caractère, il y a des jours où on peut avoir des jours avec, des jours sans. Quand on est dans un jour sans, on n'a pas forcément envie de se mettre devant tout le monde et tout. Donc malgré tout, il faut le faire. Donc c'est vrai qu'on peut se mettre parfois dans une certaine posture. Après, les instrumentistes sont quand même en majorité plutôt bienveillantes. Ils ont aussi envie de faire un beau concert à la fin. On a tous envie de faire un beau concert à la fin. Donc il peut y avoir des petites altercations, mais je veux dire dans l'ensemble, tout le monde veut que ça se passe bien. Et ensuite, clairement, c'est aussi leur métier d'être de bonne composition avec le chef, et donc de finalement écouter entre guillemets ce qu'il y a à dire, ou en tout cas être dans l'échange pour trouver un terrain d'entente pour faire en sorte que le résultat musical soit beau. Ok. Oui, donc c'est beaucoup plus constructif que ce qu'on pourrait imaginer, effectivement. C'est pas la cour de récré. On va quand même parler un peu de la position des femmes en tant que chef d'orchestre. Donc chef d'orchestre, déjà, ça s'écrit 2FE à la fin, c'est assez récent. Et je crois qu'il y a que 4% en fait de femmes chefs d'orchestre en France, si je ne me trompe pas.
est-ce que toi tu as ressenti des difficultés quand tu as démarré dans ce métier-là? Est-ce que même encore aujourd'hui, ou bien est-ce que tu sens une évolution en fait dans ce milieu? Alors bon, moi j'ai eu beaucoup de chance, comme je disais, je me suis jamais posé la question avant de rentrer dans le milieu. Et puis moi j'ai eu voilà, ma chef de chœur était une femme quand j'étais enfant, donc vraiment j'ai eu des modèles comme ça. Et donc je me suis pas vraiment posé la question. J'ai pas eu vraiment de difficultés pour rentrer dans le milieu. C'est aussi parce que je suis passée par la direction de chœur où il y a de toute façon beaucoup plus de femmes. Euh, et donc voilà, après je suis rentrée en direction d'orchestre de manière très fluide, je dirais. Mhm. Et j'avais des professeurs qui étaient tout à fait bienveillants. Et puis en plus de ça, j'ai fait mes études en Finlande, qui est quand même très avancée dans tout ce qui est égalité des genres. Donc non, moi j'ai pas eu de gros de gros problèmes. Après voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, au moment du tremplin où je suis rentrée en France un petit peu, où je me suis rendu compte, c'est au moment où les choses, la société commençait à se poser beaucoup de questions sur l'égalité femmes-hommes. Et donc c'est vrai que j'ai eu pas mal d'interviews sur Sur la le question. sujet. Mhm. Et donc il a fallu quand même que je me positionne malgré tout parce qu'on nous pose régulièrement la question. Et donc il faut quand même savoir un petit peu où on se positionne là-dedans. Et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup affecté d'avoir toutes ces questions. Et donc c'est devenu un petit peu un combat malgré tout de montrer que qu'il y a des femmes. C'est pour ça que moi voilà, personnellement j'écris chef avec deux FE, mais c'est pas le cas de toutes mes collègues. Mhm. Après, voilà, moi je considère que comme une actrice, ça met pas forcément l'accent sur le genre, c'est juste le genre de la personne qui fait l'acte d'acteur entre guillemets, d'actrice. Donc pour moi, chef, c'est absolument. Parce que dans une des interviews, je t'ai quand même entendu dire effectivement que pour les instrumentistes, il pouvait y avoir des auditions par avant. Alors je découvrais en fait ce terme-là que je n'avais jamais entendu. Donc concrètement, c'est que tu ne vois pas, enfin les gens qui jugent ne voient pas quel est le genre de la personne qui joue. C'est ça, hein, c'est bien ça. Donc Ouais. évidemment, ça tu ne pouvais pas le faire pour des chefs d'orchestre parce que ça perd tout son sens de le faire par avant. Mais j'étais très étonnée qu'il y ait encore ce genre de technique aujourd'hui. Voilà, pour des Mm. sélections. Alors après, oui, il y a ce genre de technique, c'est devenu presque 100% des cas, mais en général, c'est que pour le premier tour, ou le premier et deuxième tour. Mais en général, en finale, on enlève le paravent quand même pour les instrumentistes de l'orchestre, parce que malgré tout, eux aussi communiquent aussi avec leur corps et finalement, ils communiquent avec ce qu'ils sont. Et Mhm. donc on peut pas éviter euh, le, le fait de voir ou pas le genre de la personne. Alors après c'est aussi socialement que l'on attire beaucoup l'attention là-dessus, mais Ouais, ouais. c'est très culturel finalement. Ouais, ouais, je comprends bien. Et alors, plus globalement, est-ce que tu dirais que ce métier a évolué? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, hein, en termes de management, de chef d'orchestre, etc. Mais au-delà de ça, en fait, c'est un milieu qui peut paraître parfois très élitiste, peu ouvert et peu inclusif. Est-ce que là-dessus, tu vois des changements et quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors le métier en lui-même, il n'a pas énormément changé, à part que peut-être on va un peu plus s'adresser au public dans certains concepts de concerts, que ce soit les concerts pédagogiques ou même parfois des concerts symphoniques où le chef d'orchestre, s'il est à l'aise avec le fait de parler en public, va peut-être prendre la parole. Donc ça, c'est des choses qui se font de plus en plus. Euh, Ensuite, c'est surtout dans la programmation, dans les nouvelles sortes de concerts, de concepts, d'intégration du public, les nouveaux lieux où on va aller jouer, tout ça. Mais donc ça, c'est quand même plus le travail des gens qui font la programmation à l'opéra et voilà. Donc c'est en collaboration avec les chefs, mais finalement c'est pas vraiment notre travail. Alors après, nous on fait évoluer les choses avec nos choix de répertoire. C'est-à-dire qu'on va pas peut-être tout le temps jouer Beethoven, on va trouver des choses qui sont soit plus accessibles, soit plus variées, soit avec une histoire, un fil conducteur un peu plus attrayant. Voilà. Donc il y a plein de manières. Il faut avoir un peu d'imagination. Ok. Mais, Et j'ai souvenir que tu me disais, c'est effectivement, que pour toi, c'était aussi très important de rendre accessible cette culture-là au plus grand nombre. On va en parler hein, dans le cadre du projet
Demos, si je dis pas de bêtises, avec la Philharmonie de Paris. On va en parler juste après. Mais j'ai vraiment souvenir qu'il me disait que moi, que t'aimais bien entendre des rires d'enfants, voilà, et de sentir que ce monde-là était confronté à la musique classique, voilà. Donc je trouvais que c'était super intéressant. On va en reparler. Euh, Ton rythme, c'est pour qu'on se représente un petit peu, ton rythme, c'est combien de représentations par an, c'est combien de spectacles, c'est combien de déplacements, je parle pas du Covid, hein, on va dire dans des années normales. Alors, bon, ça dépend énormément des chefs, hein. Moi, je suis en début de carrière, donc j'ai pas non plus un rythme totalement effréné. Euh, je dirais, là, si je vois un peu post-Covid, donc sur ma saison prochaine, je dirais que j'ai à peu près 2 concerts par mois. Ouais, Voilà. bah, c'est Et énorme ça. mais en Non, fait, c'est pas énorme par rapport à d'accord, d'autres chefs. C'est bien. Voilà, c'est bien. ok. C'est très bien. Enfin, voilà, pour mon niveau de carrière. Enfin, voilà. Sur un début de carrière, je pense sur les 5 premières années, si on a 2 concerts par mois, c'est déjà pas mal. Ok, donc autant de préparation et autant de potentiellement d'équipes différentes avec lesquelles il faut s'adapter, etc. Ok. Exactement. Quel statut tu as en tant que chef d'orchestre? Je pense qu'il y en a plusieurs, d'après ce que tu m'avais dit. Tu Mm. pouvais être permanent ou intermittent, c'est ça? Alors oui, on est soit un peu freelance et donc du coup on est chef invité et donc intermittent du spectacle en France. Euh, soit on est chef permanent et donc chef permanent pour le coup c'est avec un orchestre. Alors souvent les chefs permanents sont aussi freelance dans d'autres orchestres, donc sont aussi invités dans d'autres orchestres. Mais un chef permanent en général il est entre 12 et 18 semaines avec son propre orchestre euh, au cours de la saison. Donc euh, donc voilà et donc ces gens-là ont un statut de salarié. Et les intermittents ont un statut aussi de salarié, mais avec des contrats de très courte durée qui s'enchaînent. Ok, donc avec toute l'incertitude que ça peut comporter quand même de combien de cachets tu vas avoir par an, etc. Donc, et comment tu te fais connaître? C'est quoi le réseau? C'est qui sont tes clients? Comment tu te fais connaître? Est-ce que c'est comme des comédiens? Il faut être dans des réseaux, faut voilà faire parler de soi. Alors ça, il y a mille et une réponses et en même temps non-réponse. Je dirais, c'est difficile de savoir. C'est le réseau, c'est le bouche à oreille. C'est un petit peu la notoriété aussi, comme je disais, le tremplin, voilà, ça a été Mm. médiatisé. Donc déjà de faire connaître notre existence, ça permet qu'on puisse venir vers nous. Parce que si on est très bon et qu'on n'est pas visible sur les réseaux ou sur Internet, finalement, ça apporte pas de travail. Donc c'est aussi être capable malgré tout, parce qu'on est souvent des personnalités qui sommes très comment dire, méticuleuse, parfois intransigeante avec nous-mêmes et on n'a pas forcément envie, on trouve jamais une vidéo parfaite ou quelque chose comme ça. Donc c'est difficile aussi pour nous de partager ce qu'on fait. Ouais. Mais malgré tout, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi ce qui nous permet d'être visible et donc d'être vu et embauché. Mhm. Donc voilà, après mes clients, voilà, moi c'est les maisons d'opéra, surtout en France, parce que je travaille surtout en France, mais en Finlande, j'ai quelques concerts aussi qui, voilà, après j'ai un agent aussi, ça aide, hein, d'avoir Ah, un c'est ce que agent. c'était ma question, Euh, effectivement. oui, oui. Et cet agent, il a quel rôle pour toi, en fait? C'est lui qui va effectivement te faire connaître, faire en sorte que tu sois visible ou pas? Alors c'est une visibilité de plus, c'est sûr, puisque on est présent sur le site de l'agence, voilà, et puis c'est quand même quelqu'un qui finalement gagne sa vie sur aussi le succès de ses artistes, donc finalement a un intérêt pour de faire de la pub entre guillemets pour nous et qui a des contacts en général un peu plus privilégiés avec les acteurs du milieu. Euh, donc euh, donc oui, son rôle c'est de faire en sorte de trouver des concerts pour nous. Après la relation qu'on a avec un agent est toujours euh, enfin, dépend vraiment de l'artiste et de l'agent, je pense. Et donc voilà, moi j'ai une relation très je sais pas comment dire, enfin très très bien avec mon agent. C'est pas une agent qui va
planifier ma carrière. Il y a certaines agences où il y a vraiment des agents qui ont ce pouvoir-là de planifier clairement la carrière sur 10 ans, de savoir, ok, ils vont demander à l'artiste où tu veux être là dans 10 ans, machin. Bon, c'est un style et c'est une façon de faire dans certaines grosses agences. Mais dans d'autres agences, c'est aussi une aide pour tout ce qui est contrat et tout ça, et c'est Mhm. une visibilité en plus. Mais il y a une grosse partie de ta visibilité que tu dois te construire toi-même. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux sont présents aussi et sont des bons outils et des bons relais pour faire parler de toi, raconter ton actualité, etc. Donc effectivement, je mettrai en lien ton compte Facebook sur lequel tu postes pas mal de vidéos. Euh, Est-ce qu'il y a eu un impact Covid? Enfin oui, tu vas me dire, ma question est un peu débile. Quel impact ça a eu et comment vous vous en sortez? Comment vous pouvez détourner en fait votre activité avec le Covid? T'as vu ça? Je me Alors, rattrape. Elle est bien cette question quand même. ouais. Non, mais alors, c'est vrai que moi, j'ai eu quand même la chance d'être un peu passée entre les gouttes parce que j'habitais encore en Finlande quand ça a commencé. Et en Finlande, ça n'a pas été fermé tout de suite. Donc, j'ai pu quand même continuer à diriger un petit peu. Mais clairement, en France, l'impact que ça a eu, c'est qu'on n'a plus de représentation. Donc, on n'a Mm, plus une grosse partie de notre métier, ou en tout cas, ce qui nous tire, ce qui nous motive, euh, enfin, c'est quand même le résultat final, quoi. C'est difficile de travailler pour un résultat qui n'aura pas lieu et qu'on ne pourra pas montrer. Alors, bon, moi, dans ma chance d'avant, j'ai eu un peu de malchance après, c'est-à-dire que à partir de janvier, où j'étais censée avoir pas mal de choses en France, tout a été annulé. Et donc, il n'y a pas eu de captation. Donc voilà, il y a un des moyens, entre guillemets, de faire vivre encore le spectacle, ça a été toutes ces captations et tout ça. Mais le problème, c'est que ça coûte de l'argent et qu'une Attends, qu'est-ce que captation, non. t'appelles la captation? Ça veut dire quoi? C'est faire une vidéo Ah oui, pour justement mettre sur les réseaux sociaux ou pour un d'accord. DVD ou ce genre de choses, ou des enregistrements. Voilà, donc c'est bien ça, mais en général, on fait une fois, alors qu'une représentation, on va peut-être en faire 5. Et bien Donc, sûr. forcément, ça a arrêté tout ça. Et donc moi, j'ai pas fait de captation, donc du coup, j'ai eu que des annulations sèches. Ah ouais. Donc finalement, je ne travaille plus. Enfin, je travaille mes partitions chez moi, mais dans le but des concerts qui à chaque fois s'annulent. Donc il y a un côté très très frustrant Ah ouais, puis en début dans de mon... carrière, enfin, ça doit être très frustrant parce que là, j'imagine que tu as qu'une envie, c'est d'enchaîner pour pouvoir, voilà, te prouver et puis démarrer et faire plein de choses, quoi. Donc, effectivement, j'imagine que ça doit être bien compliqué, quoi. Ok, ok. Est-ce, Exactement. est-ce que tu veux nous parler du projet Demos, s'il te plaît, avec la Philharmonie? Alors le projet Demos, c'est un des projets justement où on peut un peu se renouveler dans le sens où il y a un suivi des enfants euh, pédagogique qui peut se faire un petit peu en visio. Voilà, donc on peut garder entre guillemets un peu ce contact-là avec les enfants dans le cadre de la pandémie du Covid. Mais alors le projet Demos, qu'est-ce que c'est? C'est en gros donner la chance à des enfants a priori un peu défavorisés de leur mettre un instrument dans les mains et créer des orchestres. Donc de leur donner de la chance d'apprendre la musique par le biais du collectif et avec un instrument qui leur appartient, qui est à eux, qu'on leur a donné. Et donc tout ça, ça crée toute une émulation avec un concert à chaque fois à la fin de l'année. Et donc c'est un cursus de 3 ans. Donc on a du coup 3 concerts et, euh, et des partitions évidemment adaptées, un encadrement génial avec des intervenants qui sont super impliqués. Donc il y a une vraie, ouais, c'est une vraie petite famille. Les intervenants sont hyper contents de faire ça et donc on pousse un peu les enfants à faire de la musique et à leur faire découvrir ce que c'est que l'orchestre en lui-même et comment être à l'écoute de l'autre, comment, enfin voilà, toute l'émulation du concert. Ouais, ça dépasse largement l'apprentissage d'un instrument, quoi. C'est la vie en groupe, c'est respecter une hiérarchie, c'est faire du collectif. Et puis après, Mm. j'imagine la fierté que c'est que d'avoir une représentation. J'imagine, ça doit être très cool pour eux, quoi. Ah bah oui, c'est génial. Et puis même pour les parents, pour le Ouais. public, hein, on le voit, l'ambiance des concerts d'Emos. Vous allez à la Philharmonie, les concerts d'Emos, c'est quand même pas pareil que quand vous allez à un concert de la saison pour entendre du Mozart. Hein, vraiment, donc c'est intéressant, ça apporte plein de vie. Moi, j'adore ce projet parce que bon, déjà moi, j'adore
l'éducation, la transmission, tout ça, mais il y a vraiment cet aspect social qui est hyper présent et qui nous rappelle pourquoi on fait de la musique, quoi, vraiment. Ouais. Il y a un enthousiasme des enfants qui ont une soif d'apprendre et même de la musique classique, parce que la musique classique a un côté un peu connoté dans l'esprit commun, mais en réalité, c'est quand même une source de partage et d'enrichissement. Et ça, les enfants, ils le captent tout de suite, en fait. Et donc, il y a une vraie émulation, ça porte tout le monde vers le haut et vers le beau aussi, et l'importance de l'art et de faire partie d'un tout qui nous dépasse, c'est hyper important et inspirant, même pour moi, d'observer ces enfants grandir. Ouais, ok, ouais, c'est un super beau projet, effectivement. Avant de terminer l'interview, est-ce que tu as pu réfléchir à une anecdote sur ton métier? Ou plusieurs, d'ailleurs. Alors, il y en a plusieurs des anecdotes, ce que tu me disais, drôles, insolites ou émouvantes. Alors, bon, émouvante, c'est beaucoup de retours de public qui sont toujours émouvants, et donc c'est vrai qu'il n'y en a pas un en particulier qui m'a vraiment. Enfin, si, il y en a peut-être un, une jeune fille qui était venue me voir après un concert pédagogique où je faisais diriger le public, qui m'a dit oh là là, j'ai réalisé mon rêve, et tout. Donc c'était hyper chouette pour moi de voir une jeune fille comme ça, de se dire que bon bah voilà, on inspire aussi d'autres femmes ou jeunes femmes. Donc ça a été très valorisant en tout cas pour moi, et j'étais ravie. Mais drôle, en fait on est tellement dans un milieu où en fait tout est tout sort tellement de l'ordinaire. À l'opéra, ça va être des costumes, ça va être les chanteurs sont très drôles dans les répétitions, les ratés, tout ça c'est très drôle. Mais bon voilà, du coup c'était difficile de choisir quelque chose. Et bon, j'ai choisi quelque chose qui est un petit peu qui revient un petit peu sur notre discussion, qui était un peu un peu sur le féminisme et tout ça. Et j'ai le souvenir d'une fois où je devais diriger en coulisses. Parce qu'il y avait des instruments en coulisses. Donc le chef d'orchestre était en scène et puis moi j'étais entre guillemets assistante en coulisses. Et donc il y avait souvent en régie on met des scotch au sol pour voilà. Donc là c'était l'emplacement de mon pupitre. Et donc il y avait marqué chef avec 2 FE sur le scotch pour l'emplacement de mon pupitre. Et en fait quelqu'un le lendemain avait remis un autre petit bout de scotch pour cacher le 2e F et le dernier E. Et donc en fait c'était drôle parce que rien qu'avec cette image il y avait ce débat infini sur comment on écrit. C'était il y a quelques années, c'était il y a 2 ans, donc au moment où justement il y avait ce débat. J'avais trouvé ça très drôle parce que finalement il y a quelqu'un qui s'est senti une âme féministe en mettant 2 FE et une autre personne qui s'est dit non mais peut-être qu'elle va le prendre mal parce que bon il n'y a pas 2 FE. Mais en fait tout ça sans qu'on me demande rien, et finalement moi ça m'est un peu égal, surtout pour un scotch qui est collé au sol pour l'emplacement de mon pupitre. Que personne ne va voir à part toi. Voilà. Et donc j'avais trouvé ça génial parce que ça cristallisait un petit peu C'est ce incroyable. débat. Alors que bon voilà, le plus important c'est quand même la musique et me rappeler quoi. Effectivement. Donc voilà. Je me suis dit que c'était pas mal comme petite anecdote. Ça me va bien, ça me va très bien. Pour résumer, tu dirais quelles sont tes joies ou tes fiertés d'exercer ce métier? Alors, ma fierté de tous les jours, c'est quand même de faire quelque chose qui tend vers le beau, vers l'indicible. Enfin, je veux dire, la musique, c'est le langage de l'âme, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on peut pas dire par les mots. C'est toute l'émotion. Et donc vraiment travailler ça tous les jours et être là-dedans, je trouve que ça m'élève et ça m'élève aussi en tant que personne et enfin en tant qu'être humain. Et donc c'est très valorisant et j'en suis très fière. Enfin, je trouve que c'est beau. Et voilà, avec tout le débat non essentiel du Covid, c'est bien de se rappeler ça. Donc ça, c'est une de mes grandes fiertés finalement de faire de ma vie mon art, enfin de mon art ma vie. C'est une de mes fiertés. Et puis ensuite, vraiment, c'est le partage. Parce que même si ça reste une carrière très seule, voilà, le partage avec ses enfants d'Emos, avec le public, avec les instrumentistes et faire de la musique ensemble, quoi. C'est tout ce qui rassemble en fait. Mm. Et voilà, donc les gens s'expriment tous avec leur sensibilité. Enfin, c'est finalement quand ça se passe bien,
enfin voilà, la musique c'est beau quoi, il y a rien de plus beau en fait. Donc oui, je suis très fière d'exercer ce métier pour ces raisons-là. Ok, ok. Et quelles seraient plus les difficultés que tu souhaiterais mettre en avant, en tout cas dont il faut avoir conscience quand on exerce ce métier? Alors il faut avoir conscience que c'est énormément de travail. Donc, bon, c'est une difficulté malgré tout. Et puis, on dépend aussi beaucoup bah, des autres, de notre notoriété. Et finalement, ça, on sait plus ou moins hein, faire du réseau et tout. Bon, mais l'un dans l'autre, c'est pas si facile à quantifier et voilà, ça reste quand même une carrière qui est très incertaine. Mhm. Donc, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin qui vont faire que une fois qu'on a ce diplôme-là, on va faire ce métier-là, quoi. C'est, pour le coup, c'est assez instable et Mhm. petit bonheur la chance, si on veut, quoi. Ouais, ouais. Mais donc voilà, c'est sûr qu'il faut alerter là-dessus. Il faut être vraiment passionné pour faire ce métier parce qu'il y a toute l'instabilité à côté et le travail qui fait que si on n'est pas motivé et si on n'aime pas ce qu'on fait, on fait pas long feu. Ouais, ouais, et on dure pas, quoi. Et Mm. justement, quelles sont les qualités qui te paraissent essentielles pour être chef d'orchestre? Chef... C'est une très bonne question. Euh, Bon, déjà des qualités, je veux dire musicales. Oui. Clairement, c'est bien sûr le principal, avoir une très bonne oreille euh, et puis enfin, avoir une conception musicale, c'est très important. Mais après, en termes humains, je dirais avoir un contact facile avec n'importe quel corps de métier parce qu'on a affaire à vraiment des personnalités très différentes. Euh, et c'est très très varié les personnalités des gens qu'on rencontre. Et donc c'est bien d'être assez flexible et d'être très sociable en réalité, je pense. Mm. Même s'il y a plein de chefs qui sont pas sociables et qui font de très belles carrières également. Hein. Mais je pense que c'est une qualité de plus en plus dont les chefs ont besoin. Être un Ok. bon Ouais, c'est médiateur. intéressant, ça. Mm. Est-ce que tu as aussi des conseils à donner à des jeunes étudiants ou pas, mais enfin, qui voudraient embrasser cette carrière? Alors déjà, si vous voulez le faire, oui, allez-y, essayez au moins, parce que c'est après ça reste des études longues, mais tant qu'on n'a pas fait le premier pas à aller s'inscrire dans un cours de direction d'orchestre, dans une classe de direction d'orchestre, eh bien, on ne pourra pas devenir chef d'orchestre. Donc, je pense vraiment que le premier pas est hyper important à faire. Et c'est ouvert à tout le monde. Enfin, je veux dire, tout le monde peut très bien se mettre au violon et faire du violon. Ben, je pense que on peut très bien faire de la direction. Alors ça coûte parfois un peu plus cher parce qu'il faut mettre des gens devant nous et pour qu'ils jouent, mais je veux dire c'est important parce que c'est en fait c'est un métier de la musique quoi. Donc si on aime la musique, si on aime la direction et il faut faire. Il y a plein de manières d'exercer ce métier-là. Comme je disais avec la pédagogie, mais on peut diriger des orchestres amateurs. Enfin Et des c'est orchestres aussi de pubs, de films, etc. Tu n'es pas obligé d'être sur une scène, tu sais ce que tu m'avais expliqué exactement. également, quoi. Exactement, c'est très varié et donc je pense que voilà, la première chose, c'est de se lancer. Vraiment, c'est hyper important et je pense que vous en sortirez que grandi en réalité. Et un autre conseil, garder espoir et pas abandonner. Je pense que c'est quelque chose qui peut être difficile parce que ça prend du temps et c'est pas toujours facile hein, d'être devant un orchestre, d'apprendre et de d'encaisser des critiques au cours des études et tout ça, mais c'est important et c'est ce qui nous fait grandir voilà, ne jamais abandonner, se lancer, ne jamais abandonner. Je Ouais, pense ouais. que c'est valable pour n'importe quel métier en réalité. Et c'est vrai que c'est une carrière qui dure très longtemps, donc elle peut aussi Mm, mettre beaucoup de temps à décoller entre guillemets, donc ça peut être long. Il faut être mm, très patient, quoi. Ok, ok, ok. mm. Euh, est-ce que avant de se quitter, est-ce que tu as réfléchi à un ou plusieurs défis métiers? Alors oui, alors moi j'ai plein de métiers, mais je me Je suis vais dit vraiment finir par faire des photos de mes invités au moment précis où je leur pose cette question parce que ça me fait marrer. Parce qu'à chaque fois, vous avez une banane incroyable. Je dirais pas un petit air sadique, mais c'est très un drôle. petit peu, un petit peu, mais alors moi je me suis dit quelqu'un qui, alors je sais ça, c'est pas vraiment un nom de métier, mais qui crée les escape games. Ah, génial!
Ok. Voilà, donc, j'ai pensé à testeur de jeux de société aussi, mais voilà, les escape games, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et il y a un côté très inventif qui se rapproche aussi un peu de notre de mon métier finalement et donc voilà, c'est un métier que je trouve génial et qui m'intrigue assez et qui est un petit peu d'actualité. Ah, ouais. Comment celui qui a inventé le Covid, il est pas très drôle comme escape game. Par contre, faudra lui expliquer que voilà, c'est marrant, mais on a envie de passer à autre chose, quoi. Non, mais génial, j'adore les escape games. J'en fais super souvent avec mes enfants et super. Ouais. Ils ont une imagination de dingue. Moi, ce qui me fascine en plus, c'est que il y a une mise en scène, tu vois, des pièces qui est quand même absolument géniale. Parce que quoi qu'il arrive, hein, tu peux arriver dans un escape game en étant un peu perplexe, à vouloir regarder ça de l'extérieur. Au bout d'une demi-heure, t'es à fond dedans et tu retournes la pièce et t'as qu'une envie, c'est de gagner, quoi. Donc ouais, super. Et ben écoute, je dois pouvoir trouver ça facilement. Il y en a plein sur Paris, donc ok, ouais. Super. Bah, j'ai un nom si tu veux. Ah, aussi, génial. mais... Ah, génial. Ah bah je prends son contact avec plaisir et ça va être encore un bel épisode. Ok. Et ben merci beaucoup pour tout, hein, Chloé. Bah merci à toi, c'est un plaisir. Puis je te dis à bientôt. Bah ouais, avec plaisir, c'était chouette. Et merci du coup de me donner la parole aussi. Avec grand plaisir. À très vite. J'espère sincèrement que cette interview vous aura donné autant de plaisir que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous souhaitez suivre l'actualité de Chloé, vous pouvez la suivre sur le compte Instagram Chloé Dufresne Conductor ou sur son site chloedufresne.com tout attaché. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!